Et pour mieux cerner cette explosion de cas dans la crise des opioïdes, je suis avec la chef médicale des services spécifiques en dépendance et itinérance au CIUS de l'île de Montréal. Docteur Marie-Ève Goyer, bonsoir. Bonsoir. Le quart des décès chez les jeunes adultes au Canada causés par les opioïdes explose donc depuis 2019. Que s'est-il passé? Oui, en fait, malheureusement, ce qu'on voit là, c'est quelque chose qu'on décrit déjà depuis plus de 10 ans, mais qui va en progressant. Vous l'avez bien dit, on voit les jeunes, mais on est quand même à plus de 40 000 décès au Canada depuis 2016. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que cette épidémie-là, malheureusement, se démocratise à travers toutes les tranches d'âge et qu'elle peut toucher tout le monde, donc personne n'est exclu. C'est une épidémie de contamination du marché illicite. On a longtemps cru qu'il y a eu de la surprescription, mais les gens décèdent actuellement pas de médicaments prescrits, ils décèdent de médicaments contaminés à des substances hyper puissantes dont vous avez entendu quelques noms, fentanyl, carfentanil, xylazine, isotonidazène. Ce ne sont pas des substances qu'on connaît en médecine, ce sont des substances produites complètement sur le marché illicite. Et comment arrête-t-on ce marché illicite, Dr Goyer? C'est une grosse question. Toutefois, je veux quand même rappeler qu'il y a des mesures connues, démontrées par la science qui fonctionnent. La première, la plus évidente, l'accès au traitement en temps opportun pour quelqu'un qui est prêt à demander un traitement. Je pense entre autres, par exemple, à la méthadone ou des molécules comme celle-là. Ce n'est pas vrai qu'au Canada, quelqu'un qui a besoin d'aide, on est capable de répondre rapidement et en temps opportun. L'autre chose, c'est l'analoxone, qui est l'antidote aux surdoses et qui doit être distribué beaucoup plus largement disponible partout sans frais. Mais aussi d'autres mesures comme les services d'injection supervisés ou de consommation supervisée. Comme ça, si jamais se passe quelque chose, il y a une surdose, il y a du personnel médical, infirmier qui peut réagir. Je rappelle qu'il y a beaucoup de surdoses qui se passent chez des gens qui consomment seuls. Et d'autres exemples, comme par exemple les services d'analyse de drogue, où les gens peuvent faire analyser leur drogue et savoir un peu plus ce qu'ils consomment. Mais vous semblez expliquer que vous êtes optimiste parce que toutes ces mesures sont mises en place d'une manière à être inefficaces. Ben, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on voit là, c'est à quel point il y a un stigma autour de la consommation de drogue et plus spécifiquement autour de la consommation de substances illicites. Parce qu'en médecine, quand on a des interventions comme la méthadone, le traitement, les services de consommation qui fonctionnent aussi bien, eh bien, on les déploie à large échelle et ça devient presque inacceptable de ne pas donner accès aux meilleurs soins aux gens. On sait ce qui fonctionne pour la dépendance aux opioïdes, on connaît les interventions, mais elles ne sont pas encore déployées après plus de 10 ans d'épidémie. Donc, pour moi, démontrer ce fait, c'est expliquer qu'il y a quelque chose de plus, comme si on n'était pas tous égaux devant la santé ou devant des problématiques d'épidémie comme celle-ci. Dr Goyer, quand on regarde les chiffres, notamment les chiffres des décès par habitant, on voit que l'écart est très grand selon qu'on se trouve à l'ouest et particulièrement dans les provinces comme l'Alberta, la Saskatchewan et même le Manitoba. Qu'est-ce qui fait toute la différence ici, si on peut rappeler? Oui, ben on aimerait bien savoir votre secret, mais sans faire de blagues, c'est sûr que la problématique du niveau de surdose est une problématique hyper complexe qui vient entre autres de quels sont les marchés illicites en place, quelles sont les personnes qui ont le contrôle de ces marchés-là, mais aussi dans quel niveau de pauvreté, de précarité sociale et de souffrance psychologique se déposent ces substances-là. On rappelle qu'il y a de la consommation récréative, mais que pour plusieurs, la consommation est une façon aussi de répondre à une souffrance psychologique quand même importante. Donc, en dessous de la consommation d'opioïdes se trouvent plusieurs causes beaucoup plus complexes et qui sont entrelacées avec de la pauvreté, de la crise de l'accès au logement, plusieurs choses qui viennent ensemble derrière. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette consommation récréative ou cette légalisation ont ouvert la porte à beaucoup d'autres fléaux qu'on ne peut plus stopper? En fait, je pense que c'est l'inverse. On a des exemples récents au Canada où on voit que quand on encadre une substance qui était historiquement illicite, je pense au cannabis actuellement, eh bien,
ce que ça fait, c'est qu'on est capable vraiment d'encadrer la substance, de dire aux gens exactement de savoir ce qu'ils consomment. Les gens peuvent faire des choix éclairés, peuvent ajuster, savent exactement ce qui fonctionne pour eux ou non, mais aussi l'argent qui historiquement était dans les coffres du marché illicite se retrouve dans les coffres publics et ça nous permet de faire du traitement, de la prévention, de vraiment avoir des messages clairs au niveau de nos jeunes. Donc, ce qu'on voit, et effectivement, c'est qu'il y a un juste balancier à trouver entre la prohibition qui mène à la très grande contamination qu'on voit actuellement et la très grande commercialisation. Et c'est pas ça dont on parle quand on parle du cannabis ou des politiques publiques sur les drogues. On parle d'un juste niveau d'encadrement, mais réalisons en 2024 que dans la situation où on est, le statu quo de garder ces substances-là dans les mains du marché illicite crée les milliers de morts dont on parle actuellement. On va voir quelle va être l'allure de la courbe dans les prochains jours. C'est très édifiant de vous entendre. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir.